Je suis ravie de vous retrouver pour ce troisième épisode de Ensemble pour agir, décliné Ensemble pour choisir sa PA. Vous le savez, depuis le 15 janvier, plus d'une centaine de plateformes agréées ont reçu leur agrément définitif. Et l'objectif de cet exercice, c'est de poser 10 questions, et les 10 mêmes questions aux interlocuteurs que nous recevons avec joie. Et aujourd'hui, nous recevons Christophe Viry de la société Generix. Christophe, alors tu es directeur produit et marché et on te remercie de te plier à cet exercice qui est de répondre aux questions. Alors la première, elle tombe bien la première puisque c'est, si tu veux bien te présenter et présenter ton entreprise et ta plateforme agréée. Bonjour Virginie, bonjour Yvan, merci de m'accueillir. Donc effectivement, je suis Christophe Viry, je suis en charge chez Generix de la direction marché, de la direction produit, focalisé en particulier sur les services de facture électronique. Et je suis un acteur de ce marché-là depuis à peu près 25 ans. Donc quelques mots sur Generix, c'est une société française qui a près d'une quarantaine d'années, qui pèse environ 110 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui emploie un peu plus de 800 collaborateurs. Nous avons deux métiers principaux dans le monde de l'édition et la mise en œuvre de logiciels, avec deux parties à peu près équivalentes en termes de poids de chiffre d'affaires. Donc nous intervenons dans le domaine de la supply chain avec la gestion d'entrepôt, la gestion du transport, et nous intervenons dans les échanges électroniques avec les flux régulés, dont la facture électronique. Nous sommes un acteur historique de la facture électronique, puisque dès la loi de finances 1990, qui a permis de passer à la facture électronique en lieu et place de la facture papier, on a activé ce marché-là et on a été l'un des 3 premiers prestataires certifiés par la Direction générale des impôts. Donc on a une trentaine d'années de pratique de la facture électronique. Lorsque la réforme est arrivée, on a été sollicité par la DGFiP assez tôt en tant qu'acteur de référence, et dès 2020, on a contribué à construire cette réforme et même à constituer le dossier qui allait défendre cette réforme auprès de l'Assemblée nationale. Et on s'est très vite engagé sur une ambition forte et se dire, c'est notre marché de prédilection, c'est un marché sur lequel on a beaucoup de notoriété et beaucoup d'antériorité, et on a donc pris l'ambition de devenir la première plateforme en volume de facture. Merci Christophe. Alors la deuxième question habituelle de cet exercice, c'est quelle est la cible de votre plateforme agréée, puisqu'on a déjà reçu aujourd'hui des acteurs dont la cible serait plutôt TPE, PME, voire grande entreprise. Donc, est-ce que la plateforme agréée de Generix a une cible, soit en taille d'entreprise, soit en secteur d'activité? Alors notre plateforme agréée, on y reviendra en termes de discussion autour des fonctionnalités, mais son positionnement effectivement n'est pas le même que celui des 2 premiers acteurs que vous avez interviewés. Nous n'avons pas considéré la plateforme comme un accessoire ou comme un produit d'appel. Nous ne sommes pas un éditeur de logiciels ou de solutions de production comptable ou de propositions de services bancaires. On développe cette solution en tant que telle et pour ce qu'elle est et ce à quoi elle doit répondre. En termes de cible de clientèle, je vous le disais, on a l'ambition d'être la première plateforme en termes de volume de factures, avec environ 1 milliard de factures que l'on a déjà contractualisées, donc une part de marché extrêmement significative. Et pour arriver à cette cible, nous avions deux manières de procéder. La première était d'adresser des grandes entreprises, avec donc une approche directe. Donc on a contractualisé presque la moitié du CAC 40 et ça nous a permis d'être présents sur tous les secteurs d'activité. Ça c'est important puisque en étant dans tous les secteurs d'activité, on comprend à peu près tous les métiers et donc ça déclinera une plateforme très complète et notamment en termes de cas d'usage. Donc on peut citer des clients comme Airbus, BNP, Carrefour, EDF, Edenred, Pernod Ricard, Renault, Suez, Total, Vinci, vous voyez, donc à peu près toutes les sphères sectorielles. Et puis, pour atteindre cet objectif, on a une deuxième cible qui représente une part de revenus pour nous très significative, qui est ce qu'on appelle, nous, l'indirect. C'est-à-dire qu'on va s'appuyer sur des partenaires qui sont en capacité d'acheter chez Generix des volumes de factures, si je prends une comparaison dans le retail, donc ils vont acheter chez nous
en gros, et ils vont revendre au détail. Et là, nos partenaires de prédilection, on y reviendra aussi, mais et pour le démontrer, mais ce sont les experts comptables. Donc, on a contractualisé avec des groupements, avec des consortiums qui revendent la solution Generix auprès des entreprises. Donc, on n'adresse pas directement les clients d'experts comptables, on donne à l'expert comptable des solutions et un modèle tarifaire pour lui permettre de développer une nouvelle ligne de produits en valorisant son intervention sur le marché de la facture électronique. Donc on a en direct un certain nombre de groupements de cabinets comme Inextenso, comme Eurex, comme Fiteco, et puis on a un certain nombre de groupements qui nous recommandent auprès de leurs adhérents, comme Impulse Data qui traite des données dans le domaine de l'expertise comptable, comme Uray, comme ATH, ou bien des éditeurs de logiciels comme Full. Donc voilà comment on se positionne sur ce marché. Oui, parce que tu l'as dit, en fait, en réalité, la plateforme agréée n'est qu'un tuyau de passage d'un fournisseur à un client avec une interface pour communiquer des données à l'administration fiscale. Et il y a donc, on le voit, deux catégories d'acteurs. Il y a des acteurs qui proposent une plateforme agréée et des solutions compatibles comme les deux que nous avons reçus, comme Time, comme PNN qu'on va recevoir, ou comme tu le dis, c'est un produit d'appel, c'est-à-dire que donc ce qu'on appelle dans le jargon de la facture électronique les solutions compatibles, ça va être le logiciel de production comptable, le logiciel de vente, de gestion commerciale, etc., etc. Donc il y a ce genre d'acteurs sur les marchés où ils ont en fait un full produit et un tuyau pour envoyer qui est la plateforme agréée. Et il y a d'autres acteurs qui ne proposent en fait que le tuyau de la plateforme agréée et qui le mettent à disposition soit des grandes entreprises, soit des petites, des grands groupes de cabinets d'expertise comptable ou de grands réseaux. Si on a envie de comprendre et faire un petit peu une analogie dans notre profession, c'est un peu je déclare que nous utilisons tous. C'est-à-dire, je déclare, c'est un tuyau EDI pour envoyer les données. Voilà pour préciser. La troisième question. Donc, la troisième question, c'est quelle est la valeur ajoutée de cette plateforme agréée? Et quels sont les services proposés? Alors, les services proposés, en fait, on a compris que par rapport aux autres acteurs, on est dans une case différente. Donc, ça sera un peu plus compliqué de répondre à cette question. La valeur ajoutée, j'imagine que le numéro 1 du numéro 1, c'est la sécurité. Il y a la valeur ajoutée de Generix, je dirais d'une façon globale, c'est d'abord d'accompagner ses clients dans cette réforme. Donc on va assister les experts comptables, on va les conseiller sur la mise en œuvre de la réforme, on va leur apporter des conseils fiscaux, on a des experts TVA dans nos équipes et donc on accompagne la compréhension et la mise en œuvre de la réforme et les cas d'usage, les cas d'interprétation particuliers. Donc on propose vous l'avez, je l'ai déjà expliqué, on a un fort leadership sur ce marché-là qui nous permet aussi de nous distinguer. On a par exemple réalisé un certain nombre de webinaires avec souvent plus de 1000 inscrits à nos sessions d'information. Et on s'est distingué par des actions très très tangibles. Par exemple, c'est Generix qui a développé les moteurs de contrôle qu'utilisent l'ensemble des plateformes agréées, qu'on appelle les schématons, de façon à ce que tout le monde applique les contrôles de la même manière. On est immatriculé à partir de la levée de réserve depuis le 11 décembre. Vous pourrez constater que c'est la date la première date. Donc on a été les premiers à être immatriculés définitivement, tout comme on avait été les premiers à déposer le dossier dès 2023. Donc on s'est illustré pendant tout le déroulement de cette réforme avec un leadership qui rime aussi avec la pérennité. On insiste sur le fait que c'est un sujet compliqué, que beaucoup utilisent effectivement comme un produit d'appel. Et puis il y a un moment où il faudra un retour sur investissement, et il y a un moment où il faudra de l'argent pour maintenir les services. Et chez Generix, on a investi près de 10 millions d'euros sur ce sujet. Donc j'ai du mal à croire que 125 plateformes, dont certaines annoncent de la gratuité dès que c'est possible, le feront dans la durée. Donc le deuxième argument est autour effectivement de la pérennité. Ensuite, autour de la couverture fonctionnelle, et en ayant investi ce que je viens de dire, on a évidemment pas développé la même plateforme que les autres. Donc on a d'abord une couverture de fonctionnalités importante sur le cadre de la réforme française. Donc on va proposer un OCR intégré, on va proposer des formulaires de saisie de facture de saisie de facture et globalement de l'ensemble des flux. On va proposer une matrice de contrôle d'application des statuts pour vérifier qu'ils sont positionnés par les bonnes personnes au bon moment. On va avoir des modules de configuration
des droits que l'on donne aux tiers. On va proposer des services de qualification fiscale pour vérifier que vous avez correctement qualifié l'obligation de votre facture. Est-ce qu'elle est e-reporting? Est-ce qu'elle est hors cadre? Est-ce qu'elle est invoicing? On va proposer de la conversion multiformat, on va proposer de l'archivage à valeur probante, on va proposer de la signature électronique, on va proposer de la piste d'audit. Voilà, donc je suis pas exhaustif, mais autour de la réforme, il y a beaucoup de services additionnels qu'on n'était pas obligé de développer et que l'on a intégrés, notamment les 47 cas d'usage, on y reviendra. Ensuite, on accompagne nos clients dans presque 50 pays aujourd'hui, donc on a aussi la possibilité d'accompagner nos clients sur d'autres géographies, notamment en Europe, mais pas seulement. Donc on a participé, on vient de mettre en prod la Belgique, on travaille sur l'Allemagne, le Portugal, on a fait la Roumanie, on a fait l'Italie, on a fait le Portugal, on va faire l'Espagne, la Bulgarie, la Grèce, la Croatie, enfin voilà, à peu près tous les pays, on a fait le Mexique, donc une cinquantaine de pays en perspective. Ça, c'est également un élément additionnel. Nous avons des services également sur le traitement automatique des flux. Donc, on peut activer des solutions de réconciliation de factures, de workflow de paiement, d'imputation comptable. Finalement, ça s'approche de ce qu'on appelle la pré-comptabilisation, notamment dans vos métiers. Et puis, on a une dernière catégorie de produits ou de services qui sont autour du traitement de la donnée. Donc, on va avoir, et Impulse Data, l'un de nos partenaires, en est l'illustration. La facture électronique, c'est le moment de se dire comment j'améliore mon offre de valeur en traitant de la donnée structurée, ce que la réforme va apporter. Eh bien, on va proposer des services, on propose d'ores et déjà des services analytiques, donc qui permettent de piloter son activité de facturation à partir de l'exploitation des données de facturation, d'améliorer ses performances. Et puis, on va développer tout un ensemble de services autour de la donnée de TVA cette fois. Donc, vérifier que les règles TVA sont bien appliquées, vérifier qu'il n'y a pas des suspicions de fraude ou des erreurs d'application, vérifier qu'on n'est pas en train d'avoir des pratiques qui peuvent lever un contrôle fiscal, et puis dans le futur, également travailler sur la réconciliation de la TVA, puisque vous savez qu'à terme, il y aura un pré-remplissage de la CA3, notamment par l'administration, et donc on sera bien dans une obligation de contrôler que ça a été correctement pré-renseigné. Voilà quelques éléments distinctifs. Merci beaucoup. Et ce qui nous stresse beaucoup dans les cabinets d'expertise comptable, c'est l'interopérabilité avec nos outils de production, voire de gestion. Donc, quelles sont les connexions entre cette plateforme agréée et nos outils comme un Sedge, un Cegid, un ACD, désolé pour tous ceux que je n'ai pas cités. Je vais en citer quelques-uns d'autres pour compléter. Voilà, merci. Donc, alors, on avait quelques milliers de clients avant que la réforme démarre, donc on avait déjà une pratique d'interface avec ces logiciels sur le marché, avec d'autres produits, Full, Agiris, Sage, Cegid, Divalto, et d'autres. Donc ça, c'est une pratique, c'est un métier, on avait l'habitude de le faire, et donc de développer des connecteurs, de les réutiliser. Mais les choses ont changé dans la réforme, et Generix y a contribué en créant ce qu'on appelle le groupe de travail API universel au sein de la commission facture électronique de l'AFNOR. Donc l'objectif de ce groupe de travail a été de publier une norme proposée à l'ensemble de la profession qui va permettre de développer des connecteurs universels. Donc c'est la solution miracle en quelque sorte, puisque ça va permettre à tout éditeur de logiciel de faire une fois pour toutes un développement pour supporter l'API universelle, et ce développement va lui permettre de travailler avec les 125 plateformes agréées qui sont en lice aujourd'hui, et l'inverse est vrai aussi, c'est-à-dire que les 125 plateformes agréées peuvent travailler ensemble beaucoup plus facilement sans s'appeler pour essayer de récupérer des formats, des pratiques et de faire des interfaces une à une. Donc ça, c'est vraiment le futur. Qui va permettre finalement l'interopérabilité entre les acteurs. Après, il faut que chacun joue le jeu et souhaite effectivement appliquer et déployer cette interopérabilité. Aujourd'hui, il y a 84% des plateformes agréées qui ont annoncé qu'elles supporteraient cette API. Donc petit à petit, on va arriver à 100% et ça va considérablement faciliter ces problématiques d'interface entre les PA et les logiciels de production comptable. Très bien, merci beaucoup. Cinquième question, en fait, là, on va parler prix. Tu l'as déjà un petit peu évoqué précédemment. Donc, quelle est la politique de prix? Et puis, j'avais aussi envie d'en rajouter une mini. C'est quand on peut prendre Generix quand on a un petit cabinet d'expertise comptable? Quand on va pas acheter des milliards de volumes, c'était ma question. Oui. Alors, on a une offre également qui permet à des entreprises de plus petite taille de s'auto-déployer. Parce qu'en fait,
La problématique, c'est d'arriver aussi à avoir des ressources pour accompagner l'ensemble des clients. On peut pas vouloir des milliers de clients et avoir suffisamment de personnes pour les accompagner. Donc, on accompagne des grands, on accompagne des réseaux qui vont revendre la plateforme, et on a une offre sur laquelle des entreprises plus petites, mais qui ont quand même une culture de la réforme et une manipulation des outils informatiques, vont pouvoir tout seuls prendre en main la solution, notamment à travers des systèmes de sandbox, des systèmes d'API, donc et de la documentation qui va leur permettre de se déployer sans que ça leur coûte des coûts de setup importants. Et sur le tarifaire, on n'est pas très original. On a un abonnement fixe qui dépend de l'ampleur des services demandés. Par exemple, si vous voulez plusieurs pays, ce sera pas le même prix. Et puis on a un prix à la facture, donc qui se veut compétitif. C'est la réputation qu'on nous attribue, en tout cas celle que nous attribuent nos concurrents. Mais l'idée, une fois encore, par rapport à notre clientèle favorite d'experts comptables dont on parle ce matin, c'est de leur proposer quelques centimes et leur permettre de revendre cela. Bon, ils peuvent acheter 2-3 centimes et le revendre 7-8 centimes s'ils le souhaitent auprès de leurs clients. Donc c'est de les aider aussi à développer des lignes de business rentables sur ce nouveau service à valeur ajoutée, sans constamment indiquer que ça va au contraire réduire le rapport de valeur et décrier les métiers de tenue comptable. Très bien, merci beaucoup Christophe. Un autre sujet qui nous stresse pas mal, nous, en tant qu'experts comptables, c'est la sortie. Si un de nos clients souhaite changer de plateforme agréée, qu'est-ce qui se passe avec GTRX? Alors, moi, je prends souvent un certain nombre d'engagements et je pense que au-delà de faire des promesses commerciales, le plus important, c'est de l'écrire dans un contrat. Donc, dans nos contrats, parce qu'en fait, on contractualise avec nos clients, c'est pas, on coche pas sur un outil sans savoir exactement la manière dont on va utiliser la plateforme agréée. Donc, on a un contrat qui décrit ce que propose la plateforme, et dans ce contrat, il y a une clause de réversibilité qui a toujours été là. Ça permet notamment, par rapport à la sous-question de l'archivage, ça permet à notre client, à tout moment, même s'il n'est pas en rupture de contrat, de pouvoir partir avec ses archives, il les télécharge, elles sont dans un format structuré qui lui permettra de les remettre dans une autre PA s'il le souhaite, par exemple. Ensuite, on va aussi proposer un service qu'on a travaillé au sein de la commission AFNOR pour garantir la continuité de service en cas de mobilité vers une autre plateforme. Donc concrètement, ça veut dire que si un de nos clients nous quitte pour aller sur une autre plateforme, il pourra continuer à utiliser notre plateforme gratuitement pendant 12 mois pour finaliser les traitements sur la facture qu'il avait traitée sur notre plateforme en émission ou en réception. Et l'archivage des données, c'est pareil. L'archivage des données, c'est pareil. Alors, on veut récupérer ses archives ou son historique depuis 1, 2, 3 ans. On peut le faire en ligne, à tout moment. D'accord. Avec un coût? Non, sans coût, pardon, non. Tout ça, il y a un seul prix à la facture et il n'y a pas de coût de réversibilité ou de départ. Ok. Alors on sait tous que la facture électronique, il y a 2 volets, le e-invoicing et le e-reporting. Et donc là maintenant, ma question suivante, Christophe, c'est en e-reporting B2C, est-ce que vous allez basculer automatiquement les données, etc. Donc ça, par exemple, concrètement parlant, on parle de la caisse du boulanger qui doit de la caisse aussi du restaurateur qui, pour toutes ces opérations en B2C, doit envoyer des données régulières. Alors, on sait toujours pas si c'est tous les 12 jours ou tous les mois, mais comment ça se passe? Effectivement, c'est l'obligation de e-reporting des transactions B2C. Donc, on doit les e-reporter à l'administration avec une agrégation quotidienne. Et puis, on doit aussi reporter à l'administration les données d'encaissement de ces transactions B2C, notamment si on est sur un régime à l'encaissement. Donc, sur ces flux, comme sur les autres flux, on va proposer un panel de fonctionnalités ouverts pour s'adapter à la pluralité des systèmes chez nos clients. Parce qu'on peut constater, par exemple, dans un supermarché, que le système d'encaissement, c'est pas juste une caisse qui va produire un ticket Z. Ça peut être aussi d'autres outils à la station essence, sur le photomaton, sur la location de marchandises et d'autres exemples. Donc, on va être multi-canaux de captation des informations de transactions B2C, récupérer, bien sûr, les aides de caisse, quel que soit leur format. Notre métier, c'est de manipuler et de convertir des formats. On va les mettre au format de réforme, on va les contrôler. Ça va être aussi de proposer, par exception, de venir saisir directement
les éléments qu'on doit y reporter parce qu'on n'a pas pu les agréger dans un système de caisse. Ça peut être aussi de nous pousser la facture à destination du client en nous demandant de faire les extractions de données pour constituer la déclaration. Donc on va avoir plusieurs canaux et on va faire une agrégation pour le compte du client, ensuite avec une agrégation aux sirènes, une agrégation à la journée, et puis on regroupera pour faire les transmissions auprès de l'administration. Le client va avoir tout ce qu'il faut pour suivre les reportings qui ont été effectués, notamment des services pour compléter, pour rectifier, s'il souhaite, après notamment avoir fait son lettrage, retirer ou réajouter des éléments sur son e-reporting. Autre sujet toujours prégnant dans nos cabinets, c'est où sont stockées les données. Alors les données sont stockées en France hein, depuis qu'on opère. Je le disais, il y a près de 25 ans sur ce marché-là. Eh bien, on a fait le choix d'utiliser des data centers qui sont en région parisienne, à Aubervilliers et à Courbevoie. Nous les opérons nous-mêmes, hein, donc on provisionne nous-mêmes notre infrastructure, notre architecture, on exploite nous-mêmes nos services. Donc on n'a jamais eu recours aux hyperscalaires américains qui sont directement la cible des directives européennes et de la directive française autour de Secnum Cloud. Donc on n'a jamais travaillé avec ces acteurs qui posent problème aujourd'hui au plan géopolitique. Et donc on était compatible Secnum Cloud avant même que les textes soient rédigés. Ok, super. Alors, autre sujet, parce que la facture électronique, on peut imaginer que c'est un sujet assez simple puisque c'est une facture en format électronique qui part, alors il y a 3 formats possibles, on va pas rentrer dedans, qui part dans un tuyau et qui part d'un client qui arrive chez un fournisseur et le contraire. Mais il y a des cas d'usage, évidemment, parce qu'on est en France, et si c'était simple, ça serait. Les cas d'usage, ce sont en fait des cas d'exception. Donc, il y en a pour les notes de restaurant, il y en a pour les acomptes versés, etc. Et il y en a plus de 50. Est-ce que la plateforme agréée de Generix gère tous les cas d'usage? Alors là encore, ce sont des engagements écrits dans le contrat, comme ça il n'y a pas de propos commerciaux puis une réalité qui serait différente. Donc effectivement, on s'engage à supporter l'ensemble des cas d'usage d'ores et déjà et à supporter également les prochains. Et ça c'est important. Moi j'avais milité pour que ce soit une obligation pour devenir une plateforme agréée, ça n'a pas été le cas. Ça pose un vrai problème, hein, puisqu'aujourd'hui un client ne sait pas nécessairement quels sont les cas d'usage auxquels il sera confronté dans son développement commercial. Il y a ceux qu'il connaît au départ, il peut y en avoir une dizaine, une quinzaine, hein, les plus connus, l'autofacturation, les escomptes, les acomptes, la TVA sur la marge, enfin tout dépend des secteurs d'activité. Mais peut-être que dans le développement commercial, il sera confronté à des besoins de financement, il voudra supporter et s'intégrer dans les cas d'usage, par exemple, d'affacturage. Peut-être qu'il ira vers des clients qui lui demanderont des modèles de facturation nouveaux dans des secteurs d'activité, je sais pas, l'agriculture, les marchés publics, etc. Donc dans ces cas-là, si on a une PA qui supporte pas les cas d'usage, eh bien c'est bloquant et on finit par et on a déjà gagné des dossiers sur lesquels en fait le client vient choisir une autre PA ou une seconde PA parce que la première choisie ne supporte pas l'ensemble des cas d'usage. Donc c'est un vrai sujet de réflexion au moment du choix de la plateforme. Les derniers cas d'usage qu'on a développés, c'est par exemple le multivendeur. Donc, si vous avez des sociétés d'autoroute ou des sociétés dans l'énergie, il y a ce type de facturation avec nos clients comme AP2R ou Vinci. Puis, on est en train de travailler sur ce qui va se passer aussi dans le secteur agricole. Au-delà de l'autofacturation, il y a ce qu'on appelle un modèle bidirectionnel. Et là, on a aussi un certain nombre de clients coopératives agricoles comme Invivo, Eurial et d'autres. Oui, merci beaucoup. Moi aussi, j'ai été surprise d'apprendre en fait que la couverture des cas d'usage n'était pas une obligation pour obtenir l'agrément pour les plateformes agréées justement. Et je trouve que c'est assez surprenant de se retrouver avec des plateformes agréées qui ne rempliraient pas tous les cas d'usage. Bon. Et c'est la dernière question, Christophe. La stratégie vis-à-vis des experts comptables, on a toujours peur, nous experts comptables, qu'à un moment donné, on soit disrupté, on soit dépassé, on se passe de nous. Quelle est la Bien stratégie sûr. de Genève? Ça, je pense que vous l'avez compris. C'est pas le cas avec Generix puisqu'on n'adresse pas en parallèle vos clients, hein, et on vous dit pas on adresse ensemble le client. Enfin, on entend bien le discours qui est tenu par ceux qui essaient de réduire la qualité perçue des métiers du chiffre. C'est pas notre cas. Nous aujourd'hui, 30% de notre objectif de revenu dépend du succès des experts comptables. Donc on a vraiment fait le choix
de les accompagner, de les aider à réussir, de les aider à développer une ligne de produits rentable sur ce marché. On n'a pas du tout la capacité à adresser la clientèle des experts comptables, donc on n'est pas du tout en concurrence. Et on va même plus loin, c'est-à-dire qu'on est leur porte-parole pour défendre des modèles qui soient favorables à la profession comptable. Je donne un dernier exemple. La semaine passée, nous avons présenté au niveau européen, en partenariat avec l'AFNOR, le modèle de réplication. Donc, c'est-à-dire on a démontré, on a développé, on a spécifié un modèle de réplication qui fait qu'à chaque fois qu'une PA transmettrait des flux, eh bien, elle s'obligerait à les répliquer vers le professionnel de l'expertise comptable qui est à côté. L'idée, c'est vraiment de sortir de ce cauchemar qui se prépare, dans lequel vous avez une grande quantité de clients qui ont tous acheté des logiciels différents, et il y en a de plus en plus, et ils sont tous construits avec des dettes financières importantes parfois. Et donc, vous vous retrouvez en tant qu'expert comptable à aller sur tous les comptes de vos clients. Enfin, c'est un cauchemar. Donc, c'est surtout ça qu'il faut éviter. Et c'est pour ça qu'il existe des plateformes qui sont indépendantes des logiciels de production comptable et qui vont permettre de capter l'ensemble des flux et de permettre à l'expert comptable de travailler dans les outils de son choix de façon consolidée, sans passer d'un compte à l'autre configuré par son client sur les différentes solutions. Donc, en synthèse, le succès des experts comptables conditionne notre succès. Ben écoute, je pense, Christophe, on peut s'arrêter sur cette phrase qui est assez sympathique et qui nous fait plaisir. Ben, merci beaucoup d'être venu. Donc, on a répondu aux 10 questions. Vous savez qu'à la suite de tous ces webinaires d'une demi-heure, nous ferons un benchmark. Nous allons regrouper toutes les questions et comme ça, vous aurez un état qui donnera la caractéristique de chaque PA qui ont répondu à notre invitation. Merci beaucoup, Christophe. Et pour ceux qui nous ont posé des questions, on va continuer ces petits échanges qui seraient intenables pour les petits cabinets. Alors, c'est quelques centimes que nous proposons par facture. Tout dépend bien sûr des volumes. Donc, je pense que ça reste très compétitif et c'est à mettre en relation avec le coût de traitement d'une facture avant la réforme. Christophe, si vous aviez envie, suite à ce webinaire, de faire une proposition spéciale petit cabinet, ça serait extraordinaire. Nouvelle question d'Aline. Offre petit cabinet inclut-elle les services autour de la donnée TVA? Oui, tout à fait. Tous les services que j'ai pu évoquer sont inclus dans le prix à la facture. Donc pour les rappeler, parce que je pense qu'effectivement c'est des services qui sont assez exclusifs. On a pu les monter parce qu'on a dans nos équipes des experts TVA de haut niveau qui viennent de grands cabinets, de grands cabinets d'expertise fiscale. Donc ce sont des services de qualification de l'obligation, ce sont des services d'audit d'application des règles de TVA, ce sont des services de prévention de la fraude fiscale, ce sont des services demain également de réconciliation de la TVA par rapport au pré-renseignement qui sera fait par l'administration à terme. Eh bien, merci beaucoup. J'ai fini toutes les questions qui ont été posées. Merci beaucoup. Au plaisir. Au revoir.